Bonjour à tous, je m'appelle Romain Charles et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon expérience. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans cette salle et donc je vais vous parler un petit peu d'un projet, enfin au-delà d'un projet, d'un parcours de vie et essayer d'en tirer quelques conclusions. C'est étonnant parce que dans toutes les personnes que j'ai vues avant moi, beaucoup de mots importants, de mots-clés ont été dits et répétés et donc j'espère en tout cas je vais pouvoir les répéter pour vous tous ce soir. Alors déjà, aujourd'hui je suis là parce que j'ai fait des choix qui m'ont emmené dans des contrées un petit peu étranges. Et je vais vous demander de remonter un peu dans le temps pour suivre un petit peu ce parcours. On est en octobre 2009, je suis ingénieur qualité dans l'automobile et suite à la sélection des astronautes de 2009, j'ai cette passion du spatial que j'avais en tant qu'adolescent qui revient. Et j'ai envie de me rapprocher un petit peu de ce monde qui me fait rêver. Du coup, je regarde les offres, et là, un jour, je vois sur le site de l'Agence spatiale européenne un appel à candidats pour la mission Mars 500, pour simuler un voyage aller-retour vers la planète Mars. Mars, hein, on est resté sur Terre quand même. Et je me dis, c'est intéressant. Et je postule. Après avoir postulé, j'en parle un peu à ma famille. Et là, ma famille, mes amis, ils me regardent, certains amis disent « Oh, super, c'est un super projet, vas-y, on est tous derrière toi. » Mais tous les autres, et les plus proches de moi, m'ont dit « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux aller t'enfermer si longtemps et aussi loin ? C'était à Moscou l'expérience. » Et en fait, pour cette sélection, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi. Parce que dès le début, il a fallu que j'explique aux personnes les plus proches de moi pourquoi je pensais que ce projet fou était bon. Bon d'un point de vue scientifique, à essayer de faire avancer, mettre ma petite brique sur le chemin qui nous emmène vers la planète Mars. Et bon pour moi, d'une façon très égoïste, pour me rapprocher de ce rêve, de cette passion du spatial que j'avais. Et du coup, je me suis lancé dans cette sélection. Et à chaque étape, je donnais tout ce que j'avais. Et souvent, je poussais un petit peu. Par exemple, pour le questionnaire Internet que l'on avait au tout début, il était demandé « Est-ce que vous connaissez le russe ?» J'ai répondu « Oui ». Quelques mois plus tard, j'arrive au jury, donc j'avais 8 personnes en face de moi pour un entretien psychologique. Et là, sur ces 8 personnes, 2 Russes. Et là, j'ai la peur au ventre. Je me dis « Si l'un des deux me pose une question en russe, c'est fini. C'est fini pour moi. » Et à un moment, le coup près est tombé. Une des 2 personnes m'a demandé « Oui, on a vu que vous avez marqué que vous connaissez le russe. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite phrase ?» Je dis « Ah, mais non, en fait, je ne parle pas russe, c'est juste que je connais la Russie. J'y suis allé avec mon frère, donc je connais un petit peu la Russie. » Et hop, on est passé à la question suivante. Ce qui m'a permis quand même de passer une étape de plus. Et une étape, plus une étape, plus une étape. Au final, 3 semaines avant le début de la mission, j'ai été sélectionné pour faire partie de l'équipage de Mars 500. Alors, 3 semaines, c'est pas beaucoup. Donc il a fallu que je quitte mon boulot, que je quitte tout le monde pour rentrer dans ces modules de Mars 500. Alors je vais juste prendre un pas en arrière pour vous expliquer un petit peu ce que c'est quand même ce Mars 500. Mars 500, c'est donc une simulation d'un voyage aller-retour vers la planète Mars. Mais c'est une mission scientifique. L'idée, c'est de poser une grande question et d'essayer d'y répondre. Cette grande question, c'est est-ce que l'homme, psychologiquement et physiologiquement, est capable d'endurer le confinement d'un voyage vers Mars? En d'autres mots, est-ce qu'on est capable de passer 1 an et demi dans des modules hermétiquement clos, sans se tuer, et toujours en travaillant efficacement ensemble? Donc, spoiler alerte, la réponse est oui. Et donc, voilà, ça c'est un peu Mars 500. Voilà l'équipage final qui a été sélectionné. Vous voyez qu'on est 6 hommes, avec 3 Russes. Notre commandant en centre en bas, Alexei Sitiev, je suis sûr que vous pouvez tous lire son nom. Juste à sa droite, donc à gauche en bas sur la photo, Soukrob Kamolov, qui était notre médecin de bord. Juste au-dessus, notre commandant Alexandre Smolievski, qui lui aussi était médecin. En haut à gauche, Van Yue, un chercheur en physiologie du centre d'entraînement des astronautes chinois. Et à droite, les 2 membres européens qui avaient été sélectionnés par l'Agence spatiale européenne,
Diego Urbina en bas et moi-même en haut. Tous les deux ingénieurs. Donc voilà un petit peu l'équipage avec qui j'ai passé 1 an et demi dans ces modules. Alors ces modules, il faut imaginer un petit peu à quoi ils ressemblent. Ce que j'appelle un module, c'est un grand cylindre métallique, donc hermétiquement clos, sans fenêtre, et il y en avait 3 principaux. Le plus grand, c'était le module de stockage, parce qu'on a besoin de beaucoup de nourriture pour simuler un tel voyage. Le deuxième, qui était le plus important pour nous, c'était le module de vie, qui avait à peu près la taille d'un bus, il faut imaginer. Et dans ce bus, il faut imaginer 6 chambres, une salle de contrôle, une salle de bain, une cuisine et une salle. Et le troisième module, lui, était le module médical, qui était un petit peu notre module de travail. Alors avant de venir à notre travail, je vais juste rajouter que ces 3 modules-là, on y a eu accès pendant 1 an et demi. Mais en plein milieu de notre voyage, parce que c'était quand même un aller-retour vers la planète Mars, on a eu accès à un atterrisseur martien, et pendant 1 mois, on a pu avoir une nouvelle pièce, ce qui était génial. Mais bon, voilà. Les membres de l'équipage, à quoi ressemble Mars 500? Qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? Bon, c'est une expérience scientifique, donc on a fait des expériences scientifiques. On avait 105 expériences à faire, et parce que les scientifiques voulaient voir une évolution, eh bien, on devait les faire, et les refaire, et les refaire. Donc voilà un petit peu notre travail au quotidien. Les expériences les plus présentes étaient les expériences psychologiques, qui s'intéressaient à notre humeur, qui s'intéressaient à notre façon d'apprendre des choses, à quel était l'impact de ce confinement. Il y avait aussi beaucoup d'expériences physiologiques qui s'intéressaient à notre corps de façon assez générale, très générale d'ailleurs, et puis d'autres expériences opérationnelles ou médicales. Et dans ces modules, lorsque je suis rentré, donc voilà, pour dire un petit peu comment j'ai survécu, une des choses que j'ai fait consciemment en rentrant dans ces modules et qui, je pense, m'a servi tout au long, c'est de consciemment me dire, bon voilà, maintenant, ça, c'est ton univers, et tout ce que tu ne peux pas faire pour le moment, eh bien, tu le feras dans 1 an et demi. Et c'est arrivé, il y a eu des moments comme ça. Je me souviens d'une fois où je regrettais de ne pas avoir eu un enregistrement particulier. Je réimaginais et j'avais très envie d'entendre le son du vent dans un champ de blé. J'allais souvent l'été chez mon oncle, au temps de la moisson, et de temps en temps, on était dans un champ, il n'y avait aucun bruit, il y avait juste ce vent qui passait, et ce son lié à ce souvenir, j'avais vraiment envie de l'entendre, mais il n'y avait pas moyen. Je me dis, bon, bah, quand je rentre, je vais aller voir mon oncle, ça va être génial. Et en fait, après quelques heures, après quelques jours, ces envies disparaissaient. Et on pouvait continuer comme ça la mission. Alors, il y a eu des moments plus ou moins difficiles. Et la chose qu'il fallait le plus combattre pendant cette mission, c'était la monotonie. Puisque on voyait toujours les mêmes personnes, on n'avait pas Internet, puisqu'on simulait le délai de communication avec la Terre. Et pour battre cette monotonie, on avait plusieurs activités. Mais les moments les plus difficiles, il y en a un en particulier que j'aimerais décrire, c'était 1 an après être rentré dans les modules. Donc voilà, ça faisait déjà 12 mois qu'on était dans nos modules, qu'on était tous les 6 ensemble, on ne pouvait plus communiquer avec l'extérieur, on pouvait quand même envoyer des messages qui étaient envoyés au centre de contrôle, et ensuite sur Internet, ils étaient envoyés à nos amis, à notre famille, et c'est un peu comme si on envoyait des lettres au siècle dernier. Et 1 an après notre rentrée, tout le monde, la famille, les amis, les journalistes, nous écrivaient, nous envoyaient des messages en disant « c'est super, ça fait 1 an que vous êtes dedans, c'est génial ». Et le particulier, les journalistes nous disaient « racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année et comment est-ce que vous prévoyez les 155 jours qui vous restent à tenir ?» Et réfléchir à ce qui s'est passé pendant 1 an, c'est aussi repenser à tout ce qu'on a loupé à l'extérieur pendant ces 1 an. Et ce n'est pas forcément agréable. Et réfléchir à 155 jours, c'est plus de 5 mois. Donc ce n'est pas anodin comme période non plus. Et je m'en suis rendu compte seulement après. Cette période elle est plus difficile, j'étais moins patient. J'avais plus de mal tout simplement parce que, involontairement, toutes ces questions, ces réflexions en tout cas m'avaient obligé à regarder cette expérience dans sa totalité. On était habitué à vivre au jour le jour. Chaque jour, ces problèmes, on a toujours beaucoup d'activités, on essaie d'en avoir le plus possible pour justement rester dans le présent.
et on réfléchissait une semaine à l'avance avec toutes les expériences qu'on avait à préparer pour les jours qui venaient. Mais jamais sur la totalité de ces 1 an et demi. Et donc, ça a eu un impact. Mais heureusement, notre équipage, on n'a jamais perdu quelque chose. C'était les communications les uns avec les autres. On a tous eu des hauts et des bas. C'était par vagues. On a eu des moments. Heureusement, pas tous au même moment. Et les autres membres d'équipage ont permis aux uns et aux autres de tenir et d'avancer. Et un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, on arrive à 520 jours. Donc voilà, on était rentré le 3 juin 2010 et le 4 novembre 2011, on a pu enfin sortir de nos modules le Mars 500. Et l'histoire ne s'arrête pas là. À la sortie de nos modules, déjà, ça a été une redécouverte. Ça a été génial. D'une part, parce que notre famille, nos amis étaient là, étaient présents physiquement. D'autre part, parce qu'il y avait de la nourriture fraîche, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1 an et demi, c'était génial. Et assez rapidement, on a été envoyé vers un hôpital en quarantaine. Et pendant le voyage en voiture, on s'émerveillait sur toutes les choses qu'on voyait autour de nous. On était aux fenêtres, on regardait « Oh, regarde un chien! Oh là, un bébé !» Toutes ces choses-là qu'on n'avait pas vues depuis si longtemps, on s'en émerveillait de nouveau. Et je me souviens encore, le lendemain matin, on devait se lever tôt pour faire des prélèvements de sang, encore des expériences. Et là, le soleil s'est levé. Et je me souviens, on est encore dans les émotions, j'imagine, de toutes les couleurs de ce lever de soleil qui est passé entre 2 blocs d'immeubles à Moscou et qui est resté si beau. Et en fait, après ça, l'Agence spatiale européenne nous a fait revenir, Diego et moi, en Europe, et a commencé, premièrement, par rallonger notre contrat. Ce qui était plutôt une bonne chose pour moi, puisque, bon, quand même, initialement, je me disais, j'aimerais bien travailler du côté du spatial. Et nous a envoyé par Mons et par Vaux. On a fait des présentations de Mars 500, on a travaillé sur des rapports, on a été dans les différents centres de l'ESA, et ça a été, là encore, génial. C'était quelque chose qui semblait irréel. Des fois, des amis me demandaient « Qu'est-ce que ça fait de retrouver une vie normale ?» Je dis non, je ne pense pas que ce soit normal encore en ce moment. » Et puis, 6 mois après, l'ESA, notre chef, est venu nous voir. Il nous a dit merci les gars, c'était super, mais voilà, au revoir. » Et là, je me dis « Mince. » Et je me suis retrouvé donc sans travail. Et ce qui était initialement un projet, un risque, je l'ai pris. Bon, ça n'a pas payé directement. Heureusement, je vous rassure, grâce au réseau, grâce à toutes les personnes avec qui j'avais pu travailler, j'ai pu être recruté pour devenir support des astronautes européens. Parce que j'ai pu vivre confiné pendant si longtemps, ils se sont dit, bon, il doit pouvoir comprendre un petit peu ce que les astronautes vivent lorsqu'ils sont là-haut dans la Station spatiale internationale, qui doit être un peu plus de 100 milliards, je pense, maintenant. Et donc, ils m'ont recruté pour être leur support. Alors, support des astronautes, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé la question aussi au début. En fait, support des astronautes, ça veut dire que mon rôle est de faciliter la vie quotidienne des astronautes pour qu'eux puissent se concentrer sur leur mission. Alors, c'est un peu difficile à imaginer parce que c'est plein de petites choses différentes. C'est plus facile de le présenter de façon par défaut, on va dire. Un astronaute, lorsqu'il part dans l'espace, il doit être entraîné, l'entraînement. Il doit être en bonne santé, la partie médicale. Et puis, il fait plein d'expériences scientifiques. C'est un laboratoire, la Station spatiale internationale. Donc, la partie scientifique. L'entraînement, le médical, le scientifique, j'y touche pas. Tout le reste, directement ou indirectement, je vais pouvoir avoir un impact dessus en tant que support des astronautes. Ça va de la nourriture spatiale jusqu'à accompagner l'astronaute ou sa famille à Baïkonour. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille avec les astronautes. Et j'ai passé quelques images. Et j'ai eu la chance de vivre des moments exceptionnels pour un passionné de spatial. Je dois aller à Baïkonour à chaque fois qu'il y a un lancement de fusée Soyouz avec des astronautes européens. Et donc, cette passion ne m'a jamais quitté. Et j'ai envie de conclure, je dirais, par rapport à ce que j'ai pu entendre juste avant.
que ce soit Alessandro qui parlait de la curiosité humaine, aller toujours plus loin, repousser les limites, c'est ce que l'on fait avec l'espace, qui est la frontière, la limite actuelle de la présence humaine. Mais j'aimerais aussi rejoindre Jean-Marc pour tout ce qui se rapproche de l'écologie et se retourner vers la Terre. C'est quelque chose que les astronautes décrivent très souvent, qui a d'ailleurs un nom maintenant, qui s'appelle l'Overview Effect. C'est qu'en montant là-haut, les astronautes se retournent et voient la Terre aussi fragile qu'elle l'est. On l'a vu sur la photo présentée plus tôt, mais le ressentir leur rend cette urgence encore plus forte. Et comme Thomas Pesquet, qui en parle très souvent, il faut surtout bien faire attention à notre vaisseau spatial qu'est la Terre, mais quand même, je pense, chercher à aller plus loin, à dépasser nos limites. Et c'est tout pour moi. Merci.